Salut Nicolas. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à Surfing Bitcoin pour cette 3e édition à Biarritz. Je suis content de te recevoir. On a reçu quelques intervenants à cette table pour des échanges, mais tu es le premier développeur Bitcoin que je reçois aujourd'hui, donc c'est cool. Enfin, à Surfing Bitcoin, ça prend sens. Donc merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce sujet. On va parler qu'est-ce que c'est que développer sur Bitcoin. On va parler des outils qu'il peut y avoir, des différences entre Bitcoin et Ethereum. Peut-être on va les gratter par là-bas. Puis de voir qu'en fait, il y a plein de choses qui se font sur Ethereum et sur d'autres blockchains qui existent aussi sur Bitcoin et parfois qui sont même créées avant sur Bitcoin. Mais c'est un peu moins connu et on va voir justement toutes ces différences et puis aussi comment les solutions de Bitcoin sont utilisées dans des pays africains ou à l'extérieur de la France qu'on voit moins mais qui ont des utilités tout aussi importantes. Très bien. Et je sais que tu seras particulièrement la bonne personne pour échanger sur ces sujets, donc très très heureux encore une fois. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore et nous dire quelques mots sur aussi ton job s'il te plaît? Oui, donc Nicolas Cantu, je suis de formation d'ingénieur. J'ai commencé assez tôt sur le digital en 95. Je participais à des gros projets d'infrastructure au départ, le premier fournisseur d'accès Internet par satellite, les premières plateformes de convergence 2G 3G, les premières bases de données NoSQL, les premiers systèmes de Ethernet embarqués dans les transports, les premiers systèmes de transmission Wi-Fi sur le train, etc. Et après des projets plus digitaux avec voilà, un architecte, la refonte de l'espace client d'AXA, Convergé Banque Assurance, la refonte de l'espace client de Bouygues lors d'arrivée de Free, la refonte du SI e-commerce de L'Oréal, la refonte du SI Geodis, voilà, des choses de ce genre-là en tant que consultant indépendant. Mais en parallèle, je monte des startups tech. Voilà, je suis un développeur et j'adore coder. Et en 2015, j'ai commencé à miner un petit peu. J'ai fondé une startup dans l'immobilier et Bitcoin et Zcash à l'époque. J'ai vu que c'est difficile d'être entrepreneur dans le domaine en France, etc. Ce qui m'a donné l'idée de créer un accélérateur. Et avec mon associé Michael Amar, on a créé Chain Accelerator à Station F à Paris, donc un des premiers accélérateurs dédiés à ces technologies-là dans le domaine, qu'on a revendu. Et puis on est aussi coordinateur de la Paris Motion Week Summit, qui maintenant vit sa petite vie. Et depuis quelques temps, j'ai créé un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps dans ma manière de concevoir et d'aimer ce qu'est le web, qui s'appelle 4NK, qui est une autre architecture pour le web. Voilà, avec déjà des projets grands comptes bien engagés. Et on va voir effectivement comment ça s'inscrit dans cette dynamique du Web3 qu'on entend beaucoup parler ces derniers mois et qui là aussi peut-être avait des prémices depuis bien longtemps dans les codes des pages informatiques qu'on consulte depuis des années. Avant ça, vu que tu viens de citer toutes les évolutions que tu as pu voir, que tu as pu accompagner, celle de Bitcoin dans tout ça, quand tu l'as aperçu, est-ce que tu t'es dit non, ok, là c'est clairement au-dessus de tout ce que j'ai vu jusque-là, ou est-ce que c'était à l'origine une technologie qui aurait pu s'inscrire dans toutes celles que tu as citées? Alors, avant 2008, nos devices n'étaient pas capables techniquement de chiffrer, ils n'avaient pas la capacité de chiffrer. Depuis le début du web, un des problèmes, c'est qu'on n'a pas un chiffrement natif qui protège dès le départ les utilisateurs, parce que pour des raisons techniques. Aujourd'hui, on a ces capacités-là, ce qui a permis aussi Bitcoin. Donc Bitcoin a un historique de ce qu'on voudrait faire pour protéger les gens sur Internet. Et arrivé à un moment donné, les performances ont permis de passer à l'acte avec une nouvelle conception de faire, plus la Proof of Work qui a permis de corriger le manque de résilience des blockchains qui existent depuis les arbres de Merkle 76 et les blockchains 91. Puis le DPoS en 98, les premières monnaies numériques qui ont été expérimentées étaient sur base de POS et DPoS. Mais rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait une centralisation qui était trop rapide et trop systématique sur ce genre d'algorithme. En 2008, l'ajout de la Proof of Work qui existait déjà dans un protocole de consensus sur les blockchains a permis une sécurité assez inédite pour l'infrastructure. Donc on peut rémunérer les acteurs de l'infrastructure d'une manière sans collusion et sans coercition. On ne peut pas faire menacer pour... Et donc ça c'est très intéressant, c'est le socle, c'est d'avoir une émission qui permet de payer sur Internet ce qui manquait et d'avoir une sécurité qui manquait avec un chiffrement du côté des utilisateurs. Donc il y a vraiment deux côtés qui sont vraiment... Et ça rejoint un peu des petits fixes, on va dire, sur le web que l'on connaissait, qui ont été anticipés. Les cypherpunks ont anticipé que si on n'a pas de chiffrement par les utilisateurs, il y a des tas de métadatas qui seront captés par les infrastructures. Ce qui va donner un super pouvoir en termes de captation d'informations
de privacy, mais même d'informations industrielles et autres, par les infrastructures numériques. Et finalement, la gouvernance dans une ère numérique est devenue la gouvernance des infrastructures numériques et à la limite plus haut que celle des États. D'ailleurs, 80% de la dépense des États, c'est de se défendre des attaques des autres États sur les réseaux numériques. Donc en ça, Bitcoin vient apporter une brique qui était identifiée et absolument nécessaire pour la sécurité dans une ère numérique. Voilà. Bien avant, pour toi, la révolution 21 millions et d'avoir une supply limitée. Oui, c'est le background cypherpunks, c'est David Chaum, c'est tout ce background de cryptographes, d'académiciens, de chercheurs, pour justement réussir à sécuriser notre vie privée, mais aussi n'importe quelle organisation en fait. Et pour toi, Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus forte dans ce domaine-là, la plus décentralisée. Il n'y a pas de concurrence aujourd'hui à ces atouts que tu viens de citer pour Bitcoin? Non, comme j'ai cité, le DPoS est déjà connu depuis très longtemps. Ce qu'a prouvé la Proof of Work, c'est vraiment une correction d'une centralisation qui était trop rapide sur ce type de protocole. Donc pour moi, c'est assez... Et puis la sécurité qui vient d'une dépense... alors, elle vient de plusieurs choses, mais elle a comme conséquence une dépense énergétique. Et du coup, c'est une ressource physique. Et c'est extrêmement important pour la sécurité de dépendre de contraintes physiques naturelles. Voilà, on n'ira pas jouer contre les lois de la nature. Qui permet d'avoir une unité qui est le joule par seconde, le hash rate. Et que la valeur, ce soit des joules par seconde, c'est-à-dire un effort. Ça a du sens, en fait, de se dire, quand j'échange de la valeur, j'échange quelque chose qui représente un effort qui a été produit en fait. Et donc ce n'est ni gratuit, ce n'est ni illimité, et ça représente un vrai coût réel, physique. Voilà. Qu'il faut changer pour rien au monde malgré les débats qu'il faut changer pour rien au monde, monde, absolument, parce que c'est la seule garantie de sécurité qu'on a aujourd'hui sur les réseaux numériques. C'est la seule garantie qu'on a pour le plus important. C'est pour ça que Bitcoin est très conservateur. C'est que si on n'a pas une monnaie fiable et forte, quel que soit ce qu'on va faire derrière, ce sera rémunéré d'une manière biaisable. Donc on garde un socle qui est simple, qui fait la monnaie et qui le fait extrêmement bien et de manière sécurisée. Après, le développement de Bitcoin a une stratégie en layer. C'est-à-dire qu'on ne va pas modifier Bitcoin pour faire plus de choses. Ça, c'est des débats de la communauté en 2014 sur les convenants, etc. Donc les smart contracts qui ont été faits en 2014, même des débuts d'ICO, même des NFT, etc. Tout ça a été fait sur Bitcoin, mais la communauté s'est dit, on ne va pas déformer le protocole pour ouvrir à des usages tiers par rapport à la monnaie. Le plus important, c'est d'offrir au monde une monnaie universelle, fiable, sécurisée, compatible avec une ère numérique. Et on a quelque chose de précieux que c'est pas facile. On a Bitcoin, on va le protéger. Donc on est défensif, c'est-à-dire on va protéger Bitcoin des modifications qui pourraient altérer la monnaie au bénéfice de choses peut-être moins importantes, ou qui, même si elles étaient plus importantes, si elles sont rémunérées dans une monnaie qui est régie par des contextes, on subira les contextes. Donc c'est pour ça que c'est très conservateur là-dessus. Par contre, rien n'empêche sur les layers, je reviendrai peut-être un petit peu sur le principe de layer, d'explorer, alors là, toutes sortes de choses. Et il y a même des protocoles tiers qui auraient du sens en layer 2 ou en layer 3, ou voilà. Et c'est très important ce que tu dis, parce que de ce fait, donc on a bien compris, la base on la touche pas, c'est sur les socles supplémentaires, les layers, les couches, voilà, qu'on va s'amuser. C'est là où justement ça a peut-être moins d'impact que sur Ethereum. On sait qu'il y a beaucoup, par exemple le cofondateur du Lightning Network qui est parti chez Ethereum parce que peut-être que c'est plus facile de développer, ou en tout cas on vient directement toucher au code et c'est tout de suite palpable en fait aux utilisateurs. On pense à l'IP 1559, on pense au merge, c'est un impact important dans la communauté. Là où peut-être, et c'est la question que je souhaite te poser, en tant que développeur Bitcoin, il faut aussi aller convaincre les gens d'utiliser une autre technologie ou une couche supplémentaire et ensuite le service. En fait, ça fait partie de l'approche en layer, qui est beaucoup plus longue, c'est sûr. En fait, comme Internet, comme la monnaie, il y a des couches. On part d'une couche générique, par exemple l'IP. Puis dans l'IP, il y a des formats de bytes qui vont être transformés en passant par un réseau spécialisé. Et puis, il va y avoir des formats qui vont être dédiés à certains usages. Donc, on a des formats pour le web, on a des formats pour les messages, et puis on a des protocoles pour chacun, etc. Il n'y a pas deux protocoles IP, il n'y a pas deux protocoles HTTP, quelques protocoles même. Grosso modo, il y a principalement des standards universels reconnus. Et tout ça, en fait,
on retrouve leur empreinte dans une trame IP. Mais l'IP ne fait pas tout, parce que sinon, on a un niveau de complexité de maintenance et on met en risque la totalité des usages si on le fait sur la même couche. Donc l'IP a son format générique, dur, standard, mais qui ne bouge pas, qui est résistant et qui est fort. Ce qui n'empêche pas de construire dessus des canaux spécialisés, des réseaux spécialisés qui, eux, vont s'adapter à des usages. Par contre, c'est beaucoup plus long parce qu'il va falloir construire les infrastructures adaptées, ces réseaux adaptés, ces formats adaptés, et donc ça prend du temps. Alors quand on dit que Bitcoin c'est un très bon outil pour échanger et conserver de la valeur, et peut-être même qu'on peut faire que ça, t'es pas d'accord? On peut faire plein de trucs avec Bitcoin en fait. En fait, on peut tout payer en Bitcoin. On peut même payer la sécurité que nous apporte Bitcoin en Bitcoin. Ce qui est très important dans les layers, c'est de ne pas dégrader, comme je disais, le sens, la fonction d'une brique technologique pour faire quelque chose de marginal. Donc les couches vont payer la sécurité de Bitcoin, ils vont avoir un reçu. Ça c'est très important parce que ce reçu-là, ça va être une certification de leur état. Donc peu importe leur résilience ou autre, on aura toujours in fine l'ancrage sur le réseau le plus résilient, sur Bitcoin, une trace des états passés. Et donc ce timestamping, cet ancrage de l'empreinte de tout ce qui est fait au-dessus, avec des conditions de sécurité variables, des réseaux variables, etc., c'est pas très grave dans la mesure, et ça c'est une grosse différence avec Bitcoin, avec Ethereum et la décentralisation. Ethereum prend le parti pris de dire on peut décentraliser des processus. Et certains chez Bitcoin, donc c'est même aussi très varié, prennent le parti pris comme moi de dire on peut rendre vérifiables les processus. Et ça donne d'autres possibilités, c'est-à-dire qu'on peut les mettre off-chain, mais prendre des empreintes de ce qui a été fait et les certifier. C'est le principe de preuve. Ça, c'est la deuxième fonctionnalité, je dirais, vraiment core, c'est qu'on a de l'ancrage, on a de la preuve. Et donc à partir du moment où on peut rendre un processus vérifiable, on n'a plus besoin de le décentraliser, parce qu'on va pouvoir vérifier que ça a été fait conformément. Et du coup, ça donne une souplesse par rapport à des jetons spécifiques, à la création d'un wallet, à acheter des jetons, etc. On va pouvoir faire les mêmes usages que le Web3, sans pour autant avoir la complexité de wallet et d'infrastructures et de chaînes spécifiques, parce qu'on aura des formats classiques du web, mais dont on va créer une preuve qui sera ancrée, probablement sur des réseaux spécialisés en fonction des usages, probablement dans des formats spécialisés en fonction des usages, mais à la fin, il y aura notre trame initiale, notre Bitcoin, où dedans on pourra vérifier que tout le monde a joué son rôle de manière fiable. Et c'est toutes les technologies ou les usages qu'on entend par RGB ou ce genre de choses? Voilà, RGB c'est exactement ça. Ils vont mettre dans les adresses des transactions des moyens de vérification de la conformité des accords entre les utilisateurs, accords qui sont off-chain. Donc c'est l'user side. Donc en fait on a des smart contracts off-chain qui se vérifient via des petites preuves on-chain. Donc c'est beaucoup moins consommateur, c'est plus rapide, et puis c'est plus agnostique aussi technologiquement, parce que c'est de la cryptographie sur le format des adresses. Donc c'est très technique, mais c'est relativement... voilà, ça peut s'adapter à, par exemple sur Lightning. On peut utiliser RGB sur Bitcoin, on peut utiliser RGB sur Lightning, on peut utiliser RGB à divers niveaux de couches d'usage. Donc si on est sur du micro-paiement, on ira plutôt sur Lightning. Si on est sur d'autres cas d'usage, on ira plutôt sur un réseau plus adapté, etc. Il y a sur Bitcoin énormément, on le connaît mal, mais il y a tout un écosystème de layers justement avec des usages spécifiques. Les assets sur Liquid, les covenants qui continuent d'exister pour les smart contracts et la DeFi, des services même tiers comme Woolit en France sur l'ancrage, etc., etc. Et on a eu l'occasion d'échanger sur tout ce qui est RGB avec Julien Guiton. Donc je mettrai en description cette interview. Et il y a quelques heures à Surfing Bitcoin avec Tadeusz Drija qui a fondé le Lightning Network. Donc ça va faire le lien avec ce que tu viens de dire. Il y a quelque chose sur lequel on a échangé juste avant de lancer ce setup, et c'est le Web3 qui existait en fait dans ses idées, dans sa volonté en 2006, alors qu'on vient de nous dire en 2022 que c'est révolutionnaire. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, il faut vraiment se méfier du marketing et de l'innovation qui ont une chronologie, ils ont deux mondes. Par exemple, les blockchains 76-91, le marketing des blockchains auprès des banques c'est 2015. La révolution c'est la blockchain. Pareil avec le DPoS. Le DPoS c'est dans les premières monnaies numériques dans les années 98, etc. Marketing 2014, non, le vrai algo c'est le POS.
Et 2008, la proof of work intégrée dans le consensus pour la sécurisation des blockchains. Bon, ça reste 2008. Donc en fait, il y a vraiment une inversion et ça, c'est pareil avec le Web3, effectivement, puisque le Web3 en 2006, tel que le W3C le définissait, c'est le web sémantique. C'est-à-dire, je peux naviguer sur le web en fonction des relations que j'ai avec les contenus et avec les auteurs des contenus. Et donc, je vais naviguer avec des parties de contenu. Tiens, cette partie-là, elle vient de tel auteur qui a publié ça et ça et ça. Et donc, c'est une sorte de navigation et d'exploration du web et de publication des contenus avec son adresse. Donc, en fait, ce n'est pas des adresses de domaine, c'est des adresses de personnes. Et puis, ce n'est pas des adresses de domaine non plus, c'est aussi des adresses de parties de contenu. Et donc, ça change la centralisation par Google et autres qui nous donnent en fait la hiérarchie des contenus. Là, on va redonner les moyens aux utilisateurs d'explorer le web sémantiquement, c'est-à-dire par rapport au sens, mais relatif à chacun. Voilà. Donc ça, c'est à mettre en complément de la cryptographie, etc. C'est comme ça qu'évolue le web et qui va permettre des infrastructures, comme on essaye de le faire avec Ankh, mais de revoir le web sur certains points. Et c'est là-dessus aussi que tu travailles actuellement, du coup, avec ta solution. Voilà, c'est ça. Donc pour revenir au sujet, le Web 3, la décentralisation du web, c'était pas vraiment ça qui a été le Web 3 en 2000, qui a été défini en 2006 par le Web 3, d'où la petite moquerie du Web 5 qui en fait reprend les principes du web sémantique en disant voilà, on va remettre un numéro comme ça. Alors si quelqu'un en rajoute un, ça fera quand même vraiment gros là. Donc on va arrêter ce délire. Et ils ont mis WebSimp directement, ouais, voilà, c'est ça. Et ça a été la grosse blague de pas mal de gens sur Twitter. Il y a quelques mois, dont Jack Dorsey d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qui voulait continuer de travailler là-dedans. Et donc c'est une des solutions sur lesquelles tu travailles aujourd'hui avec ton entreprise. C'est pour faire quoi? C'est pour donner peut-être plus de revenus aux créateurs de contenu, pour arrêter d'envoyer toutes nos infos aux GAFAM. Quel est l'objectif? Ah oui, il y a un vrai objectif dans la continuité de se protéger sur Internet et de protéger les organisations, les entreprises sur Internet. Donc l'idée effectivement, c'est d'avoir une autre navigation et un chiffrement initial des données sur leur accès, sur qui peut y contribuer, aussi sur comment on va faire évoluer ces règles. Et entre nous, de manière du coup, entre utilisateurs, on va définir les règles d'exploitation de la donnée et d'accès aux données et de découverte de la donnée. Donc un serveur web qui d'habitude vous donne une page, là le serveur web vous donnera pas grand chose. Ce que vous allez récupérer, c'est tout ce qu'il y aura dans un réseau de wallet d'utilisateurs. D'accord, ok. Donc là, et donc des parties qui sont composées éparses. Ouais, c'est ça, en fonction d'un score de réputation, c'est-à-dire quand vous avez fréquenté une source plus fréquemment et qu'elle était plutôt de bonne qualité, vous allez plutôt avoir tendance à la réutiliser dans votre exploration. Et ces usages qui sont nouveaux, soit qui sont des améliorations... Alors c'est le Web 3, classiquement, parce que dans ces conditions de signature et de multisignature et de chiffrement, on peut refaire exactement tous les cas d'usage du Web 3, mais sans jetons. Parce que là, ces descriptions sont off-chain. On va les rendre vérifiables par des empreintes, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais du coup, on peut donner des conditions d'émission d'équivalent d'NFT, donc on va faire une vraie preuve unique, multisignée, et cette preuve sera ancrée sur une chaîne. Mais on n'a pas besoin, comme je disais, de décentraliser le processus NFT sur une chaîne. On va juste faire une preuve et les conditions d'échange, les conditions de transfert, les conditions d'émission seront décrites dans un format tout à fait classique et qui ne nécessitera pas de wallet ou de jetons spécifiques. Je voulais échanger sur une dernière thématique avec toi, comme je te disais tout à l'heure, c'est la capacité de Bitcoin. Là, on a vu de sécuriser, de transmettre des données, on a vu les couches, mais en termes d'usage aussi. Et c'est particulièrement le cas en Afrique, tu es particulièrement attentif à ces usages-là. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue justement sur les changements et les facilités qu'apportent ces moyens de paiement, peut-être incarnés par le Lightning Network, dans des pays qui parfois on pense et on est persuadé qu'ils ne sont pas connectés, qu'ils sont très à la bourre, alors qu'en fait pas du tout. C'est quoi ton diagnostic? Oui, il y a un gros investissement dans divers pays d'Afrique par des organismes publics et privés sur de nouvelles infrastructures. Ils partent d'une feuille blanche, donc ils prennent les dernières infrastructures, télécom, numérique, et ils ont bien conscience que c'est une opportunité pour eux de sortir de certaines ingérences actuelles. Sur la monnaie, bien sûr, sur la bancarisation, parce qu'aujourd'hui, quand un pays a 70% de sa population qui n'est pas bancarisée, c'est autant d'impôts qui n'est pas prélevé, c'est autant de... Donc les États sont très intéressés par ce genre de solutions. Mais c'est aussi des infrastructures vraiment purement numériques pour ne pas dépendre des GAFA qui aujourd'hui sont en train
de câbler toute l'Afrique dans tous les sens, électriquement et sur les réseaux numériques. Et donc ils ont besoin de solutions, on a besoin qu'on les aide à ne pas tomber dans une dépendance technologique. Or aujourd'hui, on a avec Bitcoin des solutions comme Lightning Network qui répondent à certaines problématiques du rendu monnaie par exemple. Enfin, souvent en Afrique, quand on paye, en face il n'y a pas la liquidité sur la monnaie pour nous rendre la monnaie. Donc il y a des problèmes de ce type là qui sont très concrets et qui emmènent du coup avec le minage aussi qui fait partie de l'équation parce que la production d'énergie elle va dépendre d'une consommation pour acheter cette énergie, mais la consommation de cette énergie pour venir, elle veut qu'il y ait déjà de l'énergie. Donc là, et le Bitcoin vient en bootstrap, c'est-à-dire qu'ils vont dire, nous, on va financer l'installation de l'infrastructure qui va permettre de transformer l'uranium, le solaire, en tout cas les ressources présentes, qui va permettre d'amener les industries. Et donc ce bootstrap économique et d'infrastructure que permet le minage, finalement, peut amener une sorte de double play avec la bancarisation, parce que dès lors que ces machines vont miner, ils vont produire des bitcoins, il y aura des bitcoins dans l'écosystème local à minima. Et après, plusieurs sujets sont étudiés sur comment, dans les zones isolées, aller connecter ces zones isolées. Et là, il y a des réseaux LoRa qui sont peu chers, etc., qui sont à l'étude. D'ailleurs, Stackinsat, voilà, on discute pas mal, notamment aussi avec des acteurs du spatial, des industriels, pour proposer des solutions d'infrastructure qui ne dépendent pas des opérateurs télécoms et qui permettent de faire des paiements, etc., du micro-paiement sur Lightning notamment. Et par SMS, on en a vu un peu passer aussi. Oui, l'USSD. Donc ouais. L'USSD, ça fait très longtemps que c'est dans le capteur. Donc c'est des codes où on n'a pas besoin d'abonnement téléphonique. Ça va discuter. Au départ, c'est des codes de secours. Donc du coup, on peut appeler le satellite. Enfin, l'antenne peut appeler le satellite avec ces codes-là. C'est pas payant et on a une réponse. Après, ça a été un peu étendu à des usages moins d'urgence. Et du coup, on peut envoyer de la data, recevoir de la data via de l'USSD. C'est très limité. Et ça dépend des ouvertures de ces codes par chaque opérateur. D'accord. Donc c'est pas très standardisé malgré tout. Donc il faut négocier avec les opérateurs. Il se trouve qu'effectivement, il y a des opérateurs qui trouvent pas mal d'ouvrir des codes pour des paiements de transactions financières. Et là-dessus, on trouve de nouveaux partenaires effectivement pour ouvrir au réseau Lightning notamment, parce que du micro-paiement sans frais immédiats, surtout sans frais, ça a du sens quand c'est des micro-paiements. On a vu il y a quelques semaines, quelques jours, un ancien développeur de Bitcoin très important, de Cordev, quitter l'aventure. Est-ce que ça peut être un danger que des anciens développeurs qui ont autant d'importance décident effectivement de quitter le projet? Est-ce qu'ils pourraient l'attaquer? Et est-ce que, et on l'a vu là aussi avec Tornado Cash sur Ethereum, que des codes sur GitHub soient supprimés, pourrait aussi être un danger. Donc c'est une question qui est un peu double. Est-ce qu'un ancien développeur pourrait attaquer à partir du code avec ses accès le protocole? Et est-ce que GitHub pourrait proposer problème s'il décidait de supprimer le code de Bitcoin? Non, déjà Git c'est un protocole distribué. Donc ils peuvent attaquer GitHub, mais il y a des tas de repos Git de Bitcoin un peu partout. Donc, et ça se verrait assez bien, enfin, c'est fait pour ça, c'est fait pour tracer les évolutions du code. Donc on saurait qui a fait quelle évolution, etc. Et c'est pas parce qu'on fait une évolution sur Git, sur GitHub que le soft compilé qu'on va trouver sur Bitcoin Core sera directement, immédiatement impacté. Voilà, donc il y a quand même de gros verrous là-dessus. Heureusement que Bitcoin ne dépend pas que de quelques développeurs, d'ailleurs c'est plutôt sain qu'il y a du mouvement, du roulement, et c'est normal. Sur n'importe quel projet open source, il y a de la fatigue, du lassement. Enfin, c'est long, c'est dur, c'est souvent en grande partie bénévole, et c'est un investissement humain. Donc c'est bien, c'est normal en fait dans la vie des projets que même des piliers du développement quittent à un moment donné le projet. Enfin, Satoshi a quitté le projet, donc il n'y avait pas plus critique. Et ça tourne encore. Et ça tourne très bien. Donc, parce que si en quelques minutes on veut rappeler un peu le fonctionnement, quel était le rôle de ce core dev qui, pour des raisons XY, quittait le projet? C'était d'implémenter ce que la communauté décidait, c'était de sécuriser le code. C'est quoi leur objectif à ces core dev? L'objectif, c'est plutôt ce qu'on appelle les mainteneurs. Donc c'est eux qui vont animer les revues de code. Donc tous les mercredis à 18h sur l'IRC, n'importe qui peut venir et participer aux discussions où les gens vont dire alors d'abord ils le rédigent, on les aide un petit peu avec des développeurs à rédiger de manière
des propositions. Et puis, ils vont discuter de ces propositions sur le chat. Et ça va être débattu longtemps. Enfin, Bitcoin est conservateur, défensif, etc. Donc, ça va être longuement débattu publiquement. Hein, les logs sont publiés, etc. Donc, voilà, publiquement, tout le monde pourra donner sa petite pierre à l'édifice sur l'analyse technique, etc. des évolutions. Et puis à la fin, il faut du coup décider de mettre des bouts de code qui ont été validés dans le code. Mais il y a plusieurs développements en cours, donc il ne faut pas que ça chevauche, etc. Donc ça, les mainteneurs ont un gros travail là-dessus, de valider les requêtes d'intégration sur du code qui a été vu ou pas, et puis même du coup prioriser aussi. Pas tout est public, hein, mais il faut bien ordonner les choses. D'abord, avant. Bien sûr, bien sûr. Ça. Et mais même ça, c'est débattu. C'est-à-dire, c'est pas leur avis. Et comme c'est directement visible sur le code, il n'y a pas de biais. Voilà, on verra tout de suite s'il l'a fait ou pas. Et s'il l'a pas fait, là, surtout sur Bitcoin, c'est assez impossible. Quoi. Ouais, donc, ça fonctionne assez vite. Voilà. Et tu dis, c'est assez débattu rapidement. Autant sur Ethereum, encore une fois, c'est palpable avec les DAO et ce genre de choses. J'ai un token Curve, AAV, Compound, et donc je peux décider de voter pour ou contre une proposition. Il y a 5% de vote, je crois. Ouais, alors mais effectivement, je veux dire, c'est palpable sur la DAO. On peut voir la jauge augmenter. On sait que Bitcoin, c'est pas un token de gouvernance, donc par définition, c'est pas avec 10 000 Bitcoins que je vais avoir plus de voix pour faire passer une proposition. Alors ça se joue sur quoi? La technicité, c'est vraiment des débats. Et qui tranche publics. Au bout d'un moment, systématiquement, une solution paraît un choix paraît unanimement la meilleure. C'est pour ça que c'est très long. Parce qu'avant que tout le monde ait bien compris, accepté, que finalement, sa demande allait bien, mais par rapport à la vision, par rapport aux autres développements en cours, etc., on ne va pas la prendre. Il y a une sorte de consensus qui fait que... Alors, il y a eu dans l'histoire, quand même courte, mais récente de Bitcoin, des vrais par exemple avec Bitcoin Cash, ou même l'histoire des débats sur les convenants, est-ce qu'on fait des smart contracts ou pas sur Bitcoin et tout, on pouvait le faire, on en faisait. Il y a quand même eu un choix de privilégier la sécurité de la monnaie. Il n'y a pas forcément un vote non, il n'y a pas besoin de vote, parce que c'est un peu comme on vote pas pour dire... je sais pas moi, tel algorithme mathématique c'est comme ça ou comme ça. Il y a une démonstration qui est faite et à la fin la démonstration elle est vérifiable et ça a été longuement débattu, expliqué, démontré. Donc et celui qui n'est pas content, il forque la chaîne. Celui qui n'est pas content peut toujours forquer, il peut toujours proposer, il peut toujours continuer le débat, il peut toujours... Là récemment il y avait BIP 119, donc est-ce qu'on l'intègre, est-ce qu'on l'intègre pas, c'est toujours pas acté. Ils sont pas très contents, mais ils continuent de contribuer et d'expliquer leur point de vue, et ça continue d'être un sujet et c'est pas gênant. En fait, il y a quand même une différence fondamentale, c'est la notion au rapport au temps. Il n'y a pas de pression d'investisseurs. Bitcoin n'a pas fait de levée de fonds, n'a pas de VC dans sa fondation, n'a pas une société de conseil créée avec la levée de fonds de la fondation, etc. Donc il n'y a pas de pression à prendre le temps de bien faire les choses. Enfin, justement, on a le temps de bien faire les choses, il n'y a pas de pression à délivrer des innovations pour maintenir un intérêt, etc. La notion au temps, elle est plutôt d'un ordre sécuritaire, et là, la sécurité, par défaut, on a plutôt tendance à dire non. Et il faut vraiment prouver que c'est nécessaire avant d'y aller, et du coup, les projets traînent. Mais c'est un temps qui est volontaire au bénéfice de la sécurité. Voilà, donc l'approche n'est pas pareille. Ethereum est plutôt, de notre point de vue, un lab hyper intéressant, donc qui lui bouillonne de choses plus ou moins sécurisées, mais d'exploration, alors que Bitcoin ne se permet pas sur sa couche principale, encore une fois, sur les layers on peut faire tout ce qu'on veut, mais ne se permet pas sur sa couche principale de trop expérimenter avec l'argent des autres. Voilà. Ils font bien plus attention, effectivement. Merci beaucoup Nicolas. Merci.